Bonjour à tous. Alors, je vais démarrer par quelques statistiques. En France, on a 83% des chefs d'entreprise qui se déclarent en bonne santé physique et 77% qui se déclarent en bonne forme psychologique. Dans le même temps, 70% d'entre eux évoquent au moins une douleur ou un trouble physique quotidien, parmi lesquels le mal de dos, par exemple, ou les troubles du sommeil, mot psychosomatique s'il en est. Quand ils sont interrogés sur les bonnes pratiques qu'ils mettent en place pour rester en forme, ils répondent à 82% une bonne hygiène de vie, à 78% le lâcher-prise et à 66% les moments de partage et de dialogue avec leur entourage. Alors, qu'est-ce qui fait somatiser les dirigeants ? Comment se fait-il qu'ils aspirent autant au lâcher-prise et au moment où ils peuvent tout dire sans phare à leur entourage ? Eh bien voilà, c'est le sujet de notre conférence, entre le rôle et le masque, la posture et les enjeux de transparence des dirigeants. C'est ce qu'on va discuter ce matin avec mes trois invités. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Anaïs Vivion. Anaïs, toi tu es une entrepreneuse de longue date, tu es la présidente de la French Tech depuis 4 ans, la French Tech Nantes depuis 4 ans. Tu as fondé et tu diriges l'agence BIAP, qui accompagne les entreprises dans la création de leur application mobile. Et tu as également lancé Kéfir, une start-up dans le secteur équestre, qui a été liquidée il y a quelques semaines, et tu vas nous raconter cette expérience-là, qui a été liquidée il y a quelques semaines, juste après ton retour de congé maternité, qui plus est. Donc merci d'avoir accepté d'être témoin sur ce sujet-là. Pauline, toi tu es fondatrice, tu as fondé il y a 6 ans le collectif COSME à Bordeaux, que tu présides, et tu es ambassadrice du mouvement Impact France en Nouvelle-Aquitaine. Tu as aussi lancé il y a quelque temps le podcast Puissance Care pour prendre soin de la santé mentale des entrepreneurs. Et tu nous parleras de ce qui t'a conduit à lancer ce podcast et de ce que tu y as observé. Vincent, toi, tu es aussi un entrepreneur de longue date. Tu as fondé Intuiti, une agence nantaise de marketing digital, puis 50 Trucks, puis Ocode. Et enfin, depuis 1 an et demi, tu travailles sur un sujet qui te tenait à cœur depuis longtemps, qui est un centre de prévention de santé pour les dirigeants et pour les managers, qui s'appelle Good Santé, G-O-U-D, pour ceux qui chercheraient à l'issue de cette conférence. Et tu vas nous en parler plus en détail. Je suis ravie d'avoir cet échange avec vous ce midi. Moi, je suis Émilie Abel, je suis la cofondatrice d'Imagination Machine. Imagination Machine, c'est un start-up studio où on crée des boîtes à impact positif. On a créé depuis 6 ans des startups comme Beam Energy, Smala, Jo, Les Mini-Mondes, plus récemment Prolong. Et dans ce startup studio, une de mes casquettes principales, c'est d'accompagner nos entrepreneurs précisément sur ces sujets de posture et d'alignement, de cohérence. Donc c'est un sujet que j'ai vraiment plaisir à défricher avec vous ce midi. Peut-être une première question pour toi, Anaïs. Quand on a échangé pour préparer cette table ronde, tu nous as confié que c'était important pour toi d'être là parce que personne ne veut témoigner des difficultés que peuvent rencontrer les entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces difficultés que toi tu as rencontrées, ces difficultés managériales d'abord, et aussi ces difficultés qui sont les tiennes avec la liquidation de Kéfir ? Avec plaisir. Oui, déjà, c'est vrai que je me retrouve ici parce que malgré l'essai de Raphaël de trouver des personnes pour témoigner des difficultés, personne n'ose en parler. Et pourtant, je pense que ça fait aussi partie de la vie d'un entrepreneur de rencontrer des difficultés, qu'elles soient petites ou grandes. Et si on ne témoigne pas et qu'on ne peut pas en parler ensemble, alors on ne peut pas apprendre collectivement. Donc j'ai décidé de pouvoir en parler et de venir sur cette table ronde. On a parlé en préparant de 2 difficultés. La première, moi, était en effet managériale quand j'ai monté BIAP, puisque du coup j'ai monté mon entreprise à 23 ans. Que je suis quelqu'un qui aime plutôt les gens et qui aime bien travailler en équipe, mais je me suis retrouvée face aussi à mon exigence. J'étais trop exigeante avec mes équipes. Et en fait, là où tout le monde pensait que j'allais être une bonne personne en management, c'était pas le cas. Donc je me suis fait accompagner. J'ai rejoint le groupe Germe, qui est un peu comme, en fait, c'est un peu comme l'APM, mais plutôt pour les managers. J'avais plutôt envie de monter en compétence sur ce sujet-là avec des managers et de sortir de la sphère dirigeante. Et je me suis fait coacher à chaque montée de directeur à mon codir pour justement essayer de m'améliorer. Donc il faudra demander à mes équipes si je suis meilleure. Mais en tout cas, j'ai l'impression de prendre plus plaisir sur ce sujet-là. Et en effet, pour pas faire long, il y a 3 semaines, 1 mois, j'ai dû liquider une entreprise qui est une start-up que j'ai cofondée et qui est une filiale de ma société BIAP.
Voilà, donc l'aventure s'est arrêtée puisque notre investisseur majoritaire, du coup, au dernier moment, n'a pas souhaité remettre d'investissement. Et donc ça s'est fait très vite. J'ai dû déposer la liquidation avec mon associé. Et on pourra y revenir si tu veux, mais c'est un petit peu comme une rupture, en fait, de liquider une boîte. Tu passes par différentes phases de deuil. Comme si tu quittes quelqu'un, du coup, quand tu vas être avec des amis, tu vas rigoler, tu vas avoir des moments où tu y penses. Donc, c'est pas forcément simple, mais c'est aussi hyper riche d'apprentissage. J'ai découvert le tribunal de commerce, les opportunités de rachat des boîtes. Je pense que, du coup, ça me donnera une autre vision de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire juste un tout petit peu plus sur comment est-ce que tu as communiqué sur cet épisode hyper difficile de liquidation? Je n'ai pas communiqué, c'est la première fois que j'en parle. Okay. Parfait. C'est important, c'était difficile de communiquer pendant, j'imagine. Là, on arrive juste après. Est-ce que c'est un tout petit peu... Alors, j'en ai beaucoup parlé, par contre, du coup, à mes amis entrepreneurs, à mes équipes de BIAP, de Kéfir. On a vécu ça aussi de manière solidaire avec toutes les équipes qui ont été licenciées. Donc, ça a été, franchement, humainement, je peux dire que j'ai été très soutenue dans la difficulté. Mais par contre, je ne l'ai pas parlé publiquement. Ok, très intéressant, merci. Pauline, toi, tu as aussi vécu intensément un décalage entre rôle et posture, avec un problème de santé qui s'est invité sans préavis dans ton parcours. Est-ce que tu peux nous partager un peu cette expérience ? Oui, déjà merci beaucoup pour l'accueil. Merci de m'accueillir à Nantes, puisque je suis à Bordeaux et je suis bretonne pure beurre, je viens du Morbihan. Donc ça me fait un petit quelque chose de revenir ici, je connais bien Nantes. Donc bonjour à tous. Oui, c'est l'histoire d'une jeune femme de 32 ans, il y a quelques années maintenant du coup, qui a tout pour être heureuse du coup, qui a une super boîte, Collectif Cosme, collectif de freelance. Qui est une jeune maman d'un petit garçon d'1 an et demi, qui a vraiment tout pour être bien dans ses baskets et dans la vie, et puis qui tombe soudainement malade, alors que on sort à peine du Covid, qui avait déjà été assez violent pour tout le monde, je crois. Et voilà, et juste post-Covid, au moment où les gens commencent à revivre, ressortir la tête de chez eux, voilà, tout simplement. Et moi, on m'a annoncé du coup que j'avais un cancer du sein à 32 ans. Donc voilà, ça a été une grosse épreuve, difficile quand on est à la tête d'une structure d'être affaibli. Ça a duré 2 ans et demi, 3 ans. Là, je sors un peu du bois. Je récupère mes cheveux un peu longs. J'ai l'impression de retrouver la Pauline d'il y a 3 ans, juste avant cette annonce qui est assourdissante. Très vite, il faut s'organiser. Quand on a une structure, évidemment, il faut s'entourer de son équipe. Alors moi, mon équipe et ma structure, elle était un peu particulière. Elle a changé depuis. Mais Cosme, finalement, c'était une entreprise traditionnelle. C'était une EURL. À l'époque, quand j'ai lancé ce collectif de freelance, je ne savais pas encore trop ce que je faisais. J'avais monté une communauté de freelance à Bordeaux. En 2 semaines, on est passé de 0 à 2000. Je l'ai fait aussi à Nantes, d'ailleurs, parce que c'est sur un groupe Facebook qui dort un peu maintenant. Et en fait, c'était tout bonnement les prémices du collectif de freelance que je créais. Mais en fait, tout reposait sur mes épaules. Et je m'en suis pas trop rendu compte à ce moment-là, mais en fait, j'étais une grosse machine de guerre. Je faisais plusieurs centaines de milliers d'euros comme ça, toute seule, avec une team de free. Et je pense pas que ce soit le boulot qui m'ait rendue malade. J'ai perdu ma grand-mère et 2 semaines après, j'ai eu mon cancer du sein. Côté gauche, on dit que c'est le côté maternité, maternage. Et du coup, je pense que c'est lié plutôt à un coup de stress, une perte, mais peut-être aussi à un trop-plein aussi de boulot, il ne faut pas se leurrer, beaucoup de kiff et d'excitation, mais ce sentiment-là, il se mélange souvent. Le kiff, l'excitation, mais aussi peut-être un peu le côté peut-être trop-plein, qu'on a du mal un peu à identifier. Quand on est passionné, l'économie de la passion, les entrepreneurs passionnés, c'est toujours une frontière un peu délicate. Là, ça va très vite. Ce jour-là, on m'annonce que je suis malade, que c'est une grosse tumeur. Et c'est arrivé très vite, en 2 semaines. 2 semaines avant, j'avais rien. 2 semaines après, j'avais 5 cm de tumeur dans la poitrine. Il fallait agir très très vite, et c'était une tumeur de stade 3/4, quoi. Chaud. Donc je me suis dit, bon, alors là, il va falloir que je m'organise. Puisque je suis toute seule aux commandes de la structure.
tous les projets clients, les équipes, tout est en marche, quoi. La machine infernale ne peut pas s'arrêter, quoi. Et je suis toute seule aux commandes. La beauté de cette histoire-là, c'est que j'étais quand même hyper bien entourée et que le mot collectif avait une vraie résonance dans ce modèle-là qu'on portait. Dans le statut juridique, c'était une URL qui m'appartenait. Et dans les faits, il y avait une vraie team, 15 personnes, qui ont piloté la boîte à ma place, ma boîte à ma place. J'y reviendrai évidemment. Donc voilà, 3 années qui ont démarré par 25 chimiothérapies, 4 opérations de mon sein gauche, 25 séances de rayons. Mon équipe qui a évidemment vécu la déflagration physique, perte de cheveux, cils, sourcils, multiples opérations de la poitrine, et c'est pas fini. Donc voilà, c'est mon histoire et je pense qu'on va pouvoir en discuter plus en profondeur. J'espère pas avoir pourri l'ambiance, mais voilà, peut-être que je pourrais vous parler de tout ça, justement de transparence, de la manière dont j'ai décidé d'en parler ouvertement, publiquement, ce qui clairement n'a pas été évident. Donc bravo à toi Anaïs de libérer la parole aussi aujourd'hui. Est-ce que tu peux d'ores et déjà nous dire un tout petit mot de ton podcast ? Oui, bien sûr. Donc, une fois que j'étais remise sur pied, je me suis dit, mais ok, la santé physique et mentale des entrepreneurs, personne n'en parle. En France, à ce moment-là, très peu de personnes en parlaient. Il y avait des petits posts vite fait un peu sur LinkedIn, de gens qui commençaient un peu à raconter un petit peu quelques sujets, mais c'était encore très naissant. Et du coup, il y a 2 ans, j'ai décidé de lancer Puissance Care, donc un podcast dédié vraiment à ce sujet de santé physique et mentale des entrepreneurs. Donc, de pouvoir enfin mettre devant la scène un sujet qui n'est pas du tout abordé, ce qui est quand même grave. Concrètement, aujourd'hui, après 40 épisodes, après avoir rencontré quand même beaucoup de CEO, de dirigeants, d'entrepreneurs qui sont passés à mon micro, je me suis rendu compte que tous vivaient des périodes très difficiles et j'aime beaucoup le titre, du coup, le fameux rôle masque, le fait de voir toujours des gens qui ont l'air de cartonner, mais les gens vivent un enfer derrière, en fait. Et les gens vont mal. Donc il faut, les CEO, les dirigeants vont pas bien. À qui est-ce qu'on s'adresse quand ça va pas ? À qui est-ce qu'on s'adresse quand on a des périodes difficiles ? Qui prend soin des entrepreneurs ? Eh bien, très très peu de gens. Bravo. Justement, c'est le sujet que Vincent a fait sien avec Good Santé. Vincent, tu peux nous parler un petit peu de ce que vous faites chez Good ? Chez Good, en fait, on protège les dirigeants, on prend soin d'eux. L'idée est partie du fait que, d'abord, d'une histoire personnelle, où j'ai eu moi-même un certain nombre de difficultés de santé dans ma vie, notamment liées plus à des logiques mentales que des logiques physiques, puisqu'en fait j'ai développé au cours de ma vie entrepreneuriale des troubles anxieux généralisés qui m'ont mis dans des situations de crise panique répétées, etc., jusqu'à une forme d'agoraphobie complète, jusqu'à être obligé de rester confiné dans ma chambre pendant 2-3 mois à une certaine époque de mon entreprise. Donc évidemment hyper handicapant. Et avec effectivement une certaine forme de solitude absolue, de savoir comment je peux être accompagné, comment je peux vivre ça, et puis comment je le vis aussi avec mon entreprise, quel niveau de transparence je dois donner, etc. Donc vraiment complètement dans cette optique-là. Et de se rendre compte aussi que du coup le dirigeant, la dirigeante sont le premier actif immatériel de l'entreprise. C'est ce qui fait que l'entreprise va tourner bien ou moins bien. C'est pas le seul actif, bien sûr, tous les gens qui composent l'entreprise sont importants, mais en l'occurrence, là, on a quand même un actif immatériel extrêmement important. Et en fonction de la façon dont je vais me sentir, physiquement ou mentalement, je vais pas être la même personne, je vais pas être la même dirigeante ou le même dirigeant, je vais pas prendre les mêmes décisions, j'aurai pas la même lucidité, je serai pas du tout dans les mêmes conditions pour faire réussir mon projet. Voilà. Donc c'est de ça qu'on est parti, en se disant que le chef d'entreprise, c'est un athlète de haut niveau. Puis surtout, il faut le présenter comme un athlète de haut niveau, surtout pas comme un malade, parce que si ça a le goût de médicament, il viendra pas. Donc, c'est un athlète de haut niveau, autour de qui on met en fait une équipe médicale, une équipe sur le sommeil, une équipe sur la nutrition, une équipe sur la condition physique, une équipe sur la condition mentale, exactement comme un athlète. Il n'y a pas un athlète qui gagne une compétition sans son staff, ça n'existe pas. Là, c'est la même chose. Et donc,
On part d'un bilan médical, parce qu'il faut bien faire un contrôle technique, entre guillemets. Et puis de là, il y a un certain nombre d'indications, contre-indications. On aide à la mise en place de toutes les préconisations et on accompagne sur un programme tout au long de l'année. Voilà, c'est ça, Good. Et quand tu dis que les dirigeants viennent te voir avec cet esprit de compétition et d'être le meilleur, ils t'expriment que c'est ça leur moteur pour venir chez Good? Ah non, mais j'ai un gros boulot de défrichage, de pédagogie à faire sur le marché aujourd'hui, parce que un chef d'entreprise, ça n'est pas faillible, ça n'est pas vulnérable. Un chef d'entreprise, c'est d'abord c'est obsédé par son projet, complètement obsédé. C'est dans son quotidien, et le quotidien est très prenant, donc le coup de savoir par qui je peux me faire aider, etc. Le premier truc, c'est est-ce que je vais vraiment bien, quoi. Donc, est-ce que je suis capable déjà d'avoir la lucidité de me dire, là j'ai des signaux, il y a des signaux faibles, il faut que je les écoute et il faut que je prenne soin de moi. Donc déjà, il faut arriver à ce stade-là. C'est pas évident, parce qu'on est pris dans le flot des choses, et puis parce qu'on a une responsabilité qu'on veut assurer et tout. Donc, voilà. Donc la difficulté, c'est qu'il y a un driver chez les chefs d'entreprise qui est soit fort, soit parfait, fait et fort, etc. Et donc venir chez Good, c'est déjà accepter une part de vulnérabilité. Alors que c'est tout le contraire. Une fois qu'on a accepté ça, on sait qu'on va se renforcer par le fait de se faire aider. Donc c'est passer un cap supplémentaire chez le chef d'entreprise. Et comment est-ce que vous contournez ceux qui manifestement ont besoin de Good et qui n'y viennent pas spontanément? Comment est-ce que vous allez les chercher? En les qualifiant d'athlètes de haut niveau, en leur disant qu'ils peuvent être encore plus forts, plus performants, etc. Mais c'est un faux semblant. J'espère que je ne vais pas être obligé de rester dans cette posture-là aussi, moi, pour pouvoir les convaincre. Parce que je trouve qu'on se trompe de sujet. Mais bon, il faut dévier un peu le truc. Donc on a opéré un petit pivot justement récemment en disant, tu sais, t'es N-1, tout ton codir, ton comex, c'est des gens qui donnent beaucoup, qui sont très engagés, il faut que tu prennes soin d'eux. Donc aujourd'hui, on les aborde en leur disant, si eux, ils vont pas bien, toi, ça va être très compliqué. Donc prends soin d'eux. Et donc déjà, là, ils se remettent dans une posture où ça y est, ils se disent, ah oui, bon, là, je suis dans le fort, je prends soin des autres. Et on se dit qu'en prenant soin de leur premier cercle, ils vont également rentrer dans la démarche de prendre soin d'eux, quoi. Mais ils sont costauds, nos amis chefs d'entreprise, tous. Ils ont une forme de résilience. Alors, être dirigeant, c'est incarner une vision, c'est incarner un cap, c'est incarner une forme d'assurance, voire de réassurance vis-à-vis de clients, vis-à-vis d'investisseurs, de médias, et l'objectif étant potentiellement derrière des investisseurs. Et donc, admettre que c'est dur, admettre qu'il y a des moments qui sont hyper difficiles, que ça ne marche pas comme on voudrait, qu'on n'a pas les résultats ou que c'est plus long, c'est une chose. Oser en parler, c'est vraiment autre chose. Toi, Anaïs, tu es témoin aujourd'hui. Est-ce que c'est plus facile pour toi aujourd'hui d'avoir cette posture et de cette transparence qu'il y a 10 ans? Est-ce qu'il y a eu une évolution pour toi? Je suis pas sûre qu'il y ait une évolution, parce que en fait, on vit tellement nos boîtes, c'est une partie de nous. Donc du coup, quand tu viens avouer un aveu d'échec, tu vois, ça te prend aux tripes, quoi. Moi, je pense que c'est plus facile pour moi d'en parler pour Kéfir, parce que c'est pas ma seule boîte et que quelque part j'ai un peu une autre boîte qui aussi me permet de me rassurer sur ma capacité à arriver à certaines choses. Mais en fait, c'est vraiment ça qui est difficile, je pense, pour les CEO, c'est qu'on entreprend avec nos tripes. On peut être perçu comme des gens qui veulent faire du fric, mais c'est 20% de notre motivation, 10% de notre motivation. Ce qu'on aime, c'est créer des projets avec des gens, les élever. Et donc forcément, la difficulté, elle est difficile à partager. Moi, personnellement, la difficulté, je la partage avec mes pairs. Parce que je sais que dans leur regard, ce ne sera jamais pareil que si je la partage à un client ou que je la partage même à quelqu'un de ma famille. Tu vois, quelqu'un de ma famille me dirait, Anaïs, remets-toi salarié. T'as rien compris. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais... Et est-ce que tu as déjà eu
peur, entre guillemets, d'avoir cette transparence-là, peur d'être moins bankable, et que ces informations que tu partages puissent, d'une manière ou d'une autre, nuire à l'image que tu renvoies Non, non, personnellement, je me moque un peu de ce que pensent les gens de mon image, tu vois. C'est plus l'aveu de faiblesse, de dire, et l'aveu de faiblesse aussi, moi je suis quelqu'un d'hyper combative, donc faut rien lâcher. Et des fois, avouer que t'es faible, c'est peut-être lâcher, tu vois. Et je pense que la difficulté, elle est plus là. Je vais me faire aussi un peu l'avocate du diable. Est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois une vertu à ne pas tout dire ? Est-ce que c'est pas aussi une solution pour ne pas avoir à gérer les conséquences du stress qu'on va générer chez les autres si on est absolument transparent sur une situation qui est potentiellement difficile ? Est-ce que dont on prévoit que la situation, la difficulté peut être temporaire. Est-ce que c'est pas aussi une forme de protection que de ne pas tout dire ? Est-ce que vous avez été confronté à une situation comme celle-là ? Moi, j'ai décidé de le dire assez vite. Alors déjà, de base, je suis une communicante, hein, donc c'est mon job, mais aussi très vite, il a fallu s'organiser, et moi, j'ai fonctionné par cercle, quoi. Donc je me suis dit, ok, donc là, je sors de l'hôpital, ok, il faut être en mode combat, là, en mode militaire, guerrière, warrior, je sais pas quel est le meilleur adjectif, mais ça commence par la famille proche. Les parents, les frères et sœurs. Et puis le cercle amical très proche, 5 personnes maximum. Et puis l'écosystème amical plus élargi. Rapidement, du coup, en fait, mon équipe, à qui je l'ai annoncé donc, en direct, en physique, voilà, un midi sur une pause déjeuner. Très très bizarre d'annoncer à son équipe qu'on est atteint d'un cancer, très particulier. Et puis après, on ouvre un peu plus à l'écosystème. Pour moi, c'était donc l'écosystème plutôt bordelais, mais aussi national. Les clients, les partenaires, les pairs, enfin voilà quoi. C'était petit à petit. Voilà, il y a eu une annonce publique, et puis j'ai décidé voilà de le dire. J'ai hésité un peu, pas très longtemps, mais en fait, je me suis dit en fait, j'ai 2 options. Soit je m'enferme chez moi pendant 6 mois. Je fais perdre mes cheveux et donc je me cache, ce qui me ressemble pas vraiment. Soit je le dis et je suis ultra transparente. Je l'ai été à un niveau élevé. Alors ce qui est rigolo, on en pourra en reparler après, de ces réseaux sociaux qui font partie de nos vies. Je l'ai pas annoncé sur LinkedIn, donc comme quoi je l'ai fait à moitié. Par contre, j'étais sur Instagram et j'ai fait un genre de journal de bord pour raconter aux gens. Ce qui était fou, c'est que mes clients me suivaient en fait du coup sur Instagram et me disaient Pauline, j'ai vu que tu étais en chimio aujourd'hui, c'est pas grave si tu nous envoies le devis, le projet, le machin, le livrable dans quelques jours, c'est ok. C'était fou en fait. Parce qu'il faut préciser que tu as continué à bosser pendant tout ce temps-là. Ouais, alors c'est ça, j'ai continué à bosser. Alors ouais, ça c'est encore un sujet, j'en parle très rapidement, mais il y a continuer à bosser, enfin, il y a arrêter ou continuer de bosser quand on est salarié, on ferme l'ordinateur, on rentre chez soi, on est malade, on est en traitement de chimiothérapie, vous êtes, voilà, vous avez votre salaire qui tombe quand même à la fin du mois, en tout cas vous êtes protégé, de la protection sociale quand même des entrepreneurs aussi, on en touchera peut-être un mot après, énorme sujet à défricher ça, Vincent. Et en fait, il y a les entrepreneurs qui rentrent chez eux avec la bombe atomique, maladie, cancer, bam bam. J'ai eu la bonne idée 5-6 ans avant, à la création de Cosme, de prendre une mutuelle avec du coup le maintien des revenus. Merci moi-même d'avoir eu cette bonne idée. Donc j'ai eu le maintien des revenus. Si j'avais pas pris ça, à tous les entrepreneurs dans la salle, prenez votre mutuelle avec une option maintien de revenus. Prévoyance, pardon, excusez-moi. Prévoyance. Ça coûte cher, ça me coûte 200 € par mois. Mais merci beaucoup à moi-même d'avoir pris cette excellente décision que je conseille à tous les gens que je vois sur mon passage. Parce que quand tu es entrepreneur et que tu rentres chez toi, ta boîte mail, elle continue de tourner en fait. Et là,
ça, c'est aussi un énorme sujet. Finalement, quand on est entrepreneur, c'est pas pareil du tout. Et c'est la grosse galère. Donc, je me suis arrêtée un an quand j'ai été dans le dur, vraiment des pires traitements qui m'ont mis mal. Et clairement, j'ai pas arrêté pour le commun des mortels, mon équipe, mes clients, j'étais toujours un peu là. Mais j'ai été en retrait, c'est-à-dire que Alice, une de mes associées aujourd'hui, qui est la directrice générale de notre coopérative, puisqu'on est devenu une coop derrière, a été là pendant 1 an et demi, 2 ans, et elle a pris le lead vraiment sur la boîte en fait, alors que c'était une URL, donc c'était assez fou. Et donc le passage en coopérative derrière, je pense que je n'ai pas besoin de trop de l'expliquer. Du coup, on est devenu maintenant 15 associés, je ne suis plus toute seule. Donc ça, c'était une volonté de ta part, c'était la conséquence immédiate, c'était la conclusion évidente. La conclusion de dire à quel moment tant de pression peut reposer sur un seul être humain, à quel moment une boîte peut reposer sur un ou quelques individus. Et on pourra peut-être reparler de gouvernance partagée si vous le voulez après, qui est devenu un peu mon dada. Mais la coopérative a été libératrice, en tout cas pour moi, et je trouve ça hyper puissant, puisqu'on partage les difficultés, mais aussi le pouvoir et la valeur. Et pour moi, le futur du travail et une boîte à impact aujourd'hui doit mettre la gouvernance partagée au cœur de son modèle. Merci. Vincent, est-ce que tu peux nous dire à qui un dirigeant peut parler? On parle à qui quand on est dirigeant? Déjà, est-ce qu'il a envie de parler? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais à qui il peut parler? Je pense qu'Anaïs a donné une partie de la réponse. C'est sûr que déjà, un dirigeant qui sort, c'est un dirigeant qui s'en sort. C'est-à-dire qu'il ne reste pas complètement enfermé, qui ne reste pas seul justement dans sa problématique. C'est vrai qu'en parler avec ses pairs, c'est important. Après, il faut qu'il y ait un niveau de confiance avec les pairs qui s'installe, parce que souvent on donne le change, dans n'importe quel truc comme ça. D'ailleurs, dès qu'il y a des pince-culs quelque part, pof, on serre la main, tu vas bien, bah ouais, moi ça va super et tout, parce qu'on n'a pas très envie d'afficher une forme de faiblesse, encore une fois. D'abord parce que c'est pas un bon signal à envoyer si on veut faire du commerce. Voilà, une boîte qui va pas bien, c'est toujours un peu douteux. Donc il faut arriver, au travers d'un certain nombre d'associations, il y en a plein sur le territoire. Il y a Réseau Entreprendre, il y a le CJD, il y a Initiative, il y a... même récemment, j'étais à la CPME, on parlait de la prévoyance sur le maintien de rémunération. C'est la CPME qui peut aider aussi sur la mise en place de ce genre de choses. Voilà. Des organes d'écoute, il y en a. Il y en a plein. Mais il faut se sentir en confiance, donc il faut en tester plusieurs peut-être, tu vois, c'est un peu ça. Après, il y a le corps médical et paramédical, qui est là pour ça, c'est son métier. Sont des gens qui sont en plus soumis à un secret absolu et tout, donc on est dans une certaine forme de confiance pour se livrer aussi. Voilà, là c'est pareil, il ne faut pas hésiter à tester là un psychologue, psychiatre. Psychiatre, ça fait peur, mais en fait, il ne faut pas. Hein. Même si en France, c'est les champions de la médicamentation, mais en tout cas, il y a quand même aussi de très bons psychiatres qui ne font pas appel simplement à la médication. Son médecin généraliste, notre médecin traitant, il est aussi là pour détecter des éléments de fatigue et tout. Il n'est pas juste là pour filer un Rinadvil. Hein. Donc, c'est quand même ça aussi qu'il faut voir. Donc, ça aussi, c'est des personnes à qui on peut parler. Et puis après, il y a des coachs, absolument. Là, effectivement, j'allais y venir à l'instant. Il y a des coachs. Là, il faut essayer. C'est une question de feeling aussi. Hein. Et il y a plusieurs typologies de coachs. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, en plus, il y a eu une explosion du nombre de coachs avec des formations plus ou moins certifiantes et plus ou moins posées. Là, il faut se fier au bouche à oreille. C'est-à-dire par qui ils sont recommandés et tout. Ça donne déjà un a priori de confiance sur la façon d'aborder. Et puis après, il y a Goût de Santé, évidemment, pour venir voir. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir, justement, sur ces problématiques-là. Et il ne faut pas le prendre comme un prétexte de ne pas traiter les choses. Je le dis parce que on a un certain nombre d'adhérents qui viennent faire leur contrôle technique. Et on voit un certain nombre de réactions une fois qu'ils ont fait leur check-up avec les médecins, etc., avec les psys, la nutrie et tout. Et en fait, ils ne prennent que ce qui les arrange pour se dire « Ah ben en fait, tout va bien. Impeccable. On repart comme en 40. » Et donc, il ne faut pas que ce soit un prétexte de s'enfermer dans ce qu'on estime être déjà les bonnes solutions, quoi.
Anaïs, toi, tu nous partageais que c'était pas toujours si facile de se laisser aider quand on est entrepreneur. Tu peux nous expliquer ça un peu ? Je ne sais pas si c'est se laisser aider quand on est entrepreneur ou quand on est Anaïs, mais... Non, c'est sûr que, en tout cas, c'est dans mon tempérament. Je ne sais pas si c'est dans le tempérament de tous les entrepreneurs, mais c'est vrai que moi, j'ai un peu de difficulté à me faire aider. Pourtant, c'est aussi des choses qui me sont dites par mes équipes. Enceintes, par exemple, j'ai certaines personnes de mon équipe qui m'ont dit « Mais Anaïs, laisse-nous t'aider ». Mais c'est pas forcément facile à entendre parce qu'on veut mener tout de front. Et c'est vrai que là, avec la fin de Kéfir aussi, de le partager avec les équipes, mes équipes m'ont énormément soutenue. Et ça fait du bien d'être aidée. Mais c'est un petit combat personnel quand même. Est-ce que c'est pas aussi un combat féminin ? Est-ce que sur ce registre-là, hommes et femmes sont Vincent, complètement... tu veux témoigner ? Il savait qu'il allait être mangé à un moment donné à cette sauce un peu féministe. Est-ce que vous voulez l'une et l'autre peut-être parler un petit peu de ce volet-là ? Quand on est une femme dirigeante, quel est peut-être ce poids supplémentaire qu'on ressent ? Est-ce que réellement il y a une différence ? Est-ce que tous les trois, vous voulez nous parler un peu de la perception que vous avez de ce sujet-là ? Tu commences ? L'autre jour, j'avais une réunion avec un prestat technique qui tirait la gueule. Alors, j'étais pas à la réunion, mais j'ai eu des retours qui m'ont sidérée. Il n'était pas en forme, il était grognon, on m'a dit. C'était pas son bon jour. J'ai dit le manque de respect, c'est inadmissible, et donc ça va être compliqué de travailler comme ça. Donc, si on recadre pas maintenant, on arrête la collaboration. Je supporte pas qu'on manque de respect aux équipes de Cosme. C'était pas fondé. Il était grognon. Et du coup, je me suis dit, mais nous, les femmes, pardon, messieurs, on a nos règles. On est enceinte. On accouche. On est en post-partum. On a tellement de sujets autour de la santé de la femme que vous ignorez peut-être. Il y a tellement de choses auxquelles on est confronté en tant que femme que les autres ne connaîtront jamais. Pardon Vincent, pardon à tous, mais que je pense que si des gens ont le droit d'être grognons, c'est bien nous. Et donc j'ai le sentiment qu'on on doit parfois faire double dose de travail, double dose de faire ses preuves. À titre très personnel, je le ressens pas énormément. Je me sens bien entourée. J'ai le sentiment d'être écoutée. Je pense que voilà, la preuve par l'exemple de ce qu'on développe l'une et l'autre avec Anaïs. On est là et on n'est pas là pour rien et c'est OK parce qu'on nous a laissé de la place et on a pris cette place. Mais d'une manière générale, ouais, j'ai ce sentiment-là que quand on est une femme entrepreneur, on est confronté à de multiples problématiques. Et encore une fois, d'une femme à l'autre, c'est complètement différent. Moi, je m'estime chanceuse. J'estime que je fais le taf, je fais le job pour m'imposer suffisamment pour ne pas être confrontée à des problématiques que d'autres femmes perçoivent. Ça peut être ne pas réussir à lever des fonds parce qu'on est une femme, sujet basique, mais il faut toujours remettre une petite couche. Il y a tellement de sujets, Anaïs, je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais... Écoute, moi j'ai un peu un double discours sur ce sujet-là. Déjà, quand j'ai monté ma boîte, à 23 ans, j'étais beaucoup dans des réseaux féminins et je m'y suis pas du tout retrouvée. Et je me disais, mais pourquoi on dit qu'être une femme, c'est difficile ? Je comprends pas. Je pense qu'il y a une partie de moi qui voulait pas voir. Puis je suis tombée enceinte. Putain, je me suis dit, putain, c'est dur quand même, hein, j'aurais une boîte enceinte. Et puis, au moment de ma première grossesse, j'ai des clients, on était finalistes, qui m'ont dit, on ne travaillera pas avec toi. J'ai appris après que c'est parce que j'étais enceinte et qu'ils se posaient la question si j'allais pas arrêter ma boîte après. Je me suis dit, ah ouais, quand même, être une femme, c'est pas que positif. Donc, moi, je dirais que ce qui est dur quand on est une femme, c'est qu'on a un mode de société qui fait qu'il y a peu de femmes dirigeantes. Et comme il y a peu de femmes dirigeantes, ça, des fois, met un imaginaire. Et que, oui, il y a encore des misogynes.
oui, il y a encore des situations où la femme, elle n'a pas sa place en tant que chef d'entreprise. Enfin, si je parle de comment, par exemple, le congé mat pour les patrons, en fait, il est inexistant, quoi, hein. Si vous regardez un peu comment c'est fait d'un point de vue médical, il n'y a rien. Donc je dirais que c'est ça qui est difficile, mais à côté de ça, j'estime, pour parler beaucoup avec d'autres entrepreneurs masculins, qu'ils ont des difficultés qui sont les mêmes que nous, que c'est dur aussi pour eux, que c'est aussi des fois plus dur pour eux d'en parler parce qu'ils doivent incarner une posture d'homme, et que dans notre société, être un homme aussi, c'est ne pas avouer ses faiblesses. Et donc, je trouve que c'est un faux débat, et c'est surtout un débat de société, et pas un débat d'entrepreneur. Magnifique. Elle a raison, c'est vrai. Et je suis d'accord avec toi sur le volet très réseau féminin, collectif aussi. Nous, le collectif Cosme Mix, il y a autant des hommes, des femmes. Je fais un tout petit parallèle, typiquement sur Puissance Care, le podcast, les 40 épisodes. Je vais chercher les hommes parce que je veux absolument en avoir, ce qui est rigolo, quoi. Absolument avoir des hommes qui parlent de leurs difficultés d'entrepreneur. Et c'est dur. Et c'est dur d'avoir des gens qui se confient, déjà, comme tu disais tout à l'heure en introduction, d'avoir des gens qui osent parler, mais les hommes qui parlent, c'est d'autant plus difficile. Donc j'ai vraiment fait un focus sur la femme et la santé de la femme. Comme toi, du coup, j'ai lancé Cause, mais 3 mois après, j'étais enceinte. Tout arrive toujours en même temps, il paraît. Oui, c'est le cas. Mais j'ai trop kiffé être enceinte tout en pilotant ma boîte, tout en gérant les équipes, les projets. Enfin, c'était génial. Donc, être une femme, c'est tellement cool. Enfin, j'aimerais pas être autre chose. Et être une femme entrepreneur, c'est d'autant plus chouette. Il faut plus de rôle modèle. Il faut que les femmes vraiment portent les sujets de demain. Et il y en a énormément. Tu disais que c'est plus difficile de faire parler les hommes sur ces sujets-là. Est-ce que c'est quand même quelque chose qui évolue ? Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a quelque temps ? On est dans une culture en France où parler de la difficulté, parler de l'échec, c'est compliqué, à la différence d'une culture plus anglo-saxonne où on admet que l'échec en fait est formatrice et source d'apprentissage. Est-ce qu'il y a une évolution sur ce sujet-là en France ? Moi, j'ai le sentiment que les langues commencent à se délier, que, en effet, le bien-être des dirigeants, des entrepreneurs commence à arriver sur le devant de la scène. Alors, il ne faut pas que ce soit de la récupération, il ne faut pas que ça devienne politique, que ça devienne de l'étalage de vie privée. C'est vrai que quel est le curseur, quelle est la frontière ? Mais je pense qu'avec des hommes comme Vincent qui lancent des projets sur ce sujet-là, enfin, il y a une voie qui s'ouvre. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Finalement, plus on le fera, plus on dira, plus on racontera. Mais ne serait-ce que dans la sphère déjà privée, pas forcément obligé d'aller sur du public, quoi. Parce qu'après aussi, c'est une exposition énorme. Et pour reboucler sur ça... Une fois que je n'étais plus malade et que j'étais guérie de mon cancer, ce qui est le cas aujourd'hui, hein, tout va bien, je vous rassure, je suis en pleine forme. J'ai fait un post sur LinkedIn justement, et moi je suis pas une grosse star de LinkedIn, quoi. Je suis un peu les gens qui parlent sur LinkedIn. Voilà, j'ai fait un petit post, j'ai dit j'ai été malade, mais ça va mieux, et je voulais le dire. Et prenez une prévoyance, en essayant de faire passer des messages et en annonçant que je lançais justement le podcast. Wow, le truc a été viral, genre 1 million de gens ont vu que j'étais malade. Wow, et je me suis dit, c'est chaud. Pauline, en fait, d'avoir parlé de ça. Et là, je suis dans une phase maintenant où voir ma tête chauve sur Google, ça m'hérisse un peu le poil. Ne me googlisez pas, s'il vous plaît. Mais je me dis, putain, j'espère que bientôt le robot Google, il va oublier ses photos de moi, parce que j'ai envie de passer aussi à autre chose. Donc voilà, il faut aussi prendre ça en compte. C'est gravé dans le marbre. Et en même temps, je me suis dit l'autre jour, mais Pauline, ton cancer, ça fait 3 ans que ça a eu lieu. Il fait tellement partie de ma vie, en fait. Je vais encore me faire opérer. J'ai décidé d'enlever mon autre sein pour éviter une récidive. Donc, je vais être encore opérée le 18 octobre. Et ça fait partie de ma vie. Et donc, en fait, les difficultés, on est humain, quoi. Les difficultés qu'on rencontre dans notre vie, ne les gardons pas pour nous. Déjà, parlez-en à un cercle restreint, famille, amis. C'est peut-être pas des gens qui vont comprendre ce que vous faites, qui vont comprendre ce que vous vivez.
mais à minima un cercle de personnes qui peuvent vous aider, comme disait Vincent, et qui les a listées. Et après, si vous souhaitez mener un combat plus personnel, le mien, c'était de sensibiliser à large échelle le fait que des jeunes femmes de 32 ans peuvent avoir un cancer foudroyant, puis ensuite de dire que les entrepreneurs doivent prendre soin d'eux parce que personne ne s'occupe d'eux. Si vous vous sentez l'âme d'une personne qui va porter un sujet qui le dépasse, si vous vous sentez l'âme de prêcher votre bonne parole, faites un message sur LinkedIn et parlez à 1 million de personnes. Mais voilà, juste... Et moi, je trouve que ce que tu dis est hyper juste par rapport à l'expérience que tu as eue, qui est quand même une maladie grave. Il y a un regard quand même qui est plus bienveillant. Je pense qu'après, quand tu parles, si tu liquides une boîte ou tu as des difficultés dans ta boîte, tu peux être aussi jugé par tes capacités professionnelles. Et donc là, ça pose quand même question de dire où est-ce que tu en parles. Vraiment, du coup... tu as des personnes que je connais bien qui ont essayé d'en parler sur LinkedIn. Tu peux avoir un volte-face assez important sur la partie clientèle. Donc c'est vrai que les pairs restent, être dans un cercle un peu plus intime est quand même préférable. Et la prévention. Moi, je suis cliente good et ça m'a bien aidé cette année parce que en fait, c'est aussi des petits temps d'arrêt, de la respiration. Des moments où on prend conscience de son corps, on prend conscience de tous ces troubles qu'on peut avoir. Et s'il n'y a pas quelqu'un, si on n'a pas un coach, les entrepreneurs, on ne fait pas. S'il n'y a pas quelqu'un, si Vincent ne m'appelle pas pour me dire Anaïs, lance ça, si là il faut que tu t'arrêtes, mais tu fais pas. Tu es en mode machine parce que tu déroules ton truc. Et donc on devrait tous, en tout cas, essayer de se dire qu'on a besoin de quelque part de quelqu'un qui vient nous dire prends soin de toi. Parce que nous, en tant que dirigeants, on doit prendre soin de notre collectif, on doit prendre soin de nos équipes, on doit prendre soin de nos familles, mais personne ne nous dit comment prendre soin de nous. Et donc la prévention, ça reste quand même hyper important. Merci Anaïs. Vincent, peut-être un mot sur les recommandations que tu ferais aux dirigeants qui sont peut-être dans cette salle. Et puis, juste après la réponse de Vincent, je vais laisser le micro à la salle, si j'ai bien compris, Raphaël, pour 1 ou 2 questions de fin. Déjà, merci Anaïs d'avoir fait cette publicité sur la prévention. Non pas sur le goût de santé, mais sur la prévention. Je pense qu'effectivement, c'est hyper important. C'est drôle parce qu'on prend des assurances hommes-clés pour si jamais il y a un problème. Mais on met rien en place pour que cette assurance homme-clé ne soit jamais activée, quoi. C'est-à-dire que c'est comme prendre une assurance incendie et ne pas mettre de détecteur de fumée, quoi. Ça a aucun sens, quoi. Donc la prévention, c'est effectivement hyper important. En fait, on a tout à gagner à écouter cette parole de vulnérabilité qu'on a tous en nous. On a tout à gagner à être à l'écoute des signaux faibles. Il y a une théorie toute con, c'est un peu bêta, mais c'est la théorie de la grenouille. Je ne sais pas si vous connaissez cette théorie, mais en fait, vous plongez une grenouille dans une eau tempérée et vous portez l'eau à ébullition, elle a toutes les chances de mourir parce qu'elle ne se rendra absolument pas compte de l'élévation de la température de la flotte. Alors que si vous la plongez dans une eau bouillante, elle va sortir direct, certes avec un certain nombre de brûlures et tout. Et en fait, on est tous des grenouilles. Voilà. Et donc, je vous conseille de mettre de thermomètre de temps en temps un peu à droite à gauche pour savoir si l'eau est en train de chauffer et voir si vous-même vous êtes en train de monter en ébullition, parce que franchement, en fait, on ne voit rien, on est obsédé, on est dans notre quotidien, on est en mode machine, on est en mode combat, on n'écoute pas, on a même peur d'écouter pour le changement que ça pourrait provoquer, pour se dire mais ça me ralentit, je vais être obligé de faire comme ci, comme ça, ou je vais être obligé d'arrêter, et parfois on se complaît. Il y a une forme de confort à l'inconfort, c'est quand même complètement ahurissant. Et donc voilà. Donc se faire aider de l'extérieur, parce que c'est la seule façon de faire pour ne pas rester une grenouille, quoi. Merci Vincent. Est-ce qu'on a une ou 2 questions de la salle ? Ouais, j'en ai une. Bonjour. Alors déjà, en termes de légitimité, je suis un des associés de la première boîte qu'avait fait Vincent. Donc quand il a expliqué ce qui lui est arrivé, j'ai vécu le truc de loin. Et effectivement, c'est compliqué. Ma question, du coup, elle est, parce que vous avez parlé de beaucoup de choses, mais si on s'en est sorti lorsque ça t'est arrivé, c'est parce qu'on était 3. Et ma question, elle est sur la gouvernance, puisque il y a des gouvernances collectives.
Mais le fait même qu'une structure soit portée par plusieurs individus et représentée par plusieurs individus me semble être une clé assez importante. Mais oui, tellement. Merci, c'est une très bonne question. Justement, avec ma casquette d'ambassadrice du mouvement Impact France dans région Nouvelle-Aquitaine, j'ai vraiment... du coup, je me suis beaucoup intéressée à leur sujet. Et donc, il y a 4 piliers, donc l'impact social, l'impact environnemental, mais aussi le partage du pouvoir et de la valeur. Et aujourd'hui, c'est une des lignes de conduite du mouvement Impact France que justement de parler de cette gouvernance partagée. Il y a plein de modèles, vous pouvez regarder et lire un petit peu si ça vous intéresse, le modèle Opale, l'holacratie, enfin voilà, il y a sociocratie, il y a énormément de choses que vous pouvez creuser, des lectures aussi hyper intéressantes sur le sujet, mais je pense vraiment que c'est l'avenir. C'est ce qu'on fait du coup avec Cosme, alors de manière intrinsèque, une coopérative. Donc nous, on a choisi le modèle de la SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, qui est un modèle parfait pour Cosme, pour notre modèle de travail, qui était déjà hyper horizontal. Hyper horizontal parce que d'ailleurs, c'est même pour ça que ces personnes qui sont des freelances, donc les freelances, vous le savez, c'est mouvant, ils sont là, ils sont plus là le lendemain. Qu'est-ce qui fait que toutes ces personnes sont restées autour de Cosme, autour de la marque Cosme, alors que moi j'étais en chimiothérapie et que j'étais chauve, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les mecs, les meufs et les mecs ont porté la boîte, ma boîte, c'est que déjà on avait instauré cette horizontalité dans les rapports, qu'il y avait une totale transparence sur tout, et que finalement n'importe qui ou presque pouvait avoir la main sur la boîte. Et ça, c'est hyper puissant. Je pense que c'est un modèle de demain. Alors, on m'a aussi déconseillé de le faire. On m'a dit, non, mais Pauline, t'as créé une marque hyper puissante. Pourquoi tu veux faire une coopérative? Un jour, tu pourras peut-être vendre Cosme, la marque Cosme. Non, mais c'est pas le sujet. Moi, je veux aller au bout du modèle. Et un collectif en URL, déjà, il n'y a pas trop de bon sens là-dessus. C'était juste du test and learn. 5 ans plus tard, j'étais tellement fière d'avoir fait cette bascule en coop. En France, il y a très peu de boîtes qui basculent en coopérative. Et qui saute ce pas-là, puisque ça veut dire un homme égale une voix. C'est tendu quand même. Donc il faut vraiment instaurer plein de méthodes, plein d'outils qui vont vraiment permettre du coup d'instaurer cette gouvernance partagée. Et demain, dans énormément de boîtes, il y a déjà pas mal de boîtes qui testent en France, mais il y a énormément de boîtes, je pense, qui vont sauter ce pas-là. La coopérative est un très très chouette modèle. Et ce que je trouve assez passionnant dans ce modèle, c'est de voir les gens s'emparer du pouvoir. Et d'ailleurs, je trouve que pour les femmes, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on est 5 femmes dans mon comité coopératif. Et en fait, les femmes et les hommes peuvent s'emparer du pouvoir et vraiment avoir une place qui leur est propre et avoir un rôle capital dans le développement stratégique d'une structure comme Cosme, qui se développe beaucoup là encore plus depuis 1 an. Ça fédère, ça engage très fort les équipes. Je vois vraiment une différence depuis 1 an avec ce passage en coopérative. Donc voilà, vous pouvez vous intéresser au modèle. Peut-être je peux en profiter pour partager aussi mon expérience sur le sujet en prenant ma casquette Imagination Machine. Chez nous, chez Imagination Machine, on ne crée aujourd'hui, quand on crée des boîtes, on ne crée jamais de boîte avec un entrepreneur solo. On travaille toujours avec des binômes à minima. Et c'est aussi un effet d'expérience. Ça fait 6 ans qu'on crée des boîtes. Parce qu'on sait à quel point c'est dur, à quel point c'est intense, et à quel point c'est hyper important de ne pas être tout seul et de pouvoir se relayer dans l'effort, dans le sport de haut niveau, pour le coup. Je me permets. Bonjour Antoine. J'ai une question moi, plus orientée vers Anaïs. Dans ce que tu exprimais, tu étais un peu un côté guerrière, rien lâcher. Là, tu dis qu'aujourd'hui, tu te fais accompagner par Vincent. Qu'est-ce qui t'a permis de lâcher pour être accompagné? Est-ce que tu vois un avant-après? Et après, ma dernière question, c'est est-ce que les équipes, tes équipes à toi, t'ont poussé aussi là-dedans, ou est-ce que c'est venu vraiment de toi et de ta relation avec Vincent? Qu'est-ce qui t'a permis de passer le cap pour prendre soin de toi et de te faire accompagner? Alors en fait, c'est parce que j'ai accouché il y a 11 mois et de mon 2e enfant, et qu'après ma première grossesse, ça avait été très dur parce que c'est quand
c'est quand même un petit chamboulement physique et psychologique d'avoir un enfant. Et Vincent a monté... t'as monté Good depuis combien de temps ? Ça fait 1 an et demi, mais la commercialisation a démarré en décembre. Voilà, et donc Vincent commençait juste Good, et je lui avais dit, moi je trouve ça génial, et je le ferai post-congé maternité pour redevenir une guerrière. C'est-à-dire que, voilà, donc tu vois, je ne sais pas si le mindset est le bon. Hein. Et donc, parce que tu sais qu'à ce moment-là, tu es plus faible, et quelque part, c'est facile, parce que c'est pas, ça va pas dans ma boîte, je suis faible, j'y vais, ce qui est peut-être plus difficile pour le coup pour un homme. Moi, j'avais l'excuse de ma grossesse, et c'est pour ça que j'y suis allée. Mais j'aurais jamais imaginé que je devrais liquider une boîte 6 mois après. Donc là, du coup, ce que je peux dire, c'est que vraiment, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à reprendre le sport, ça m'a aidé à reprendre des aérations, ça m'a aidé aussi à me dire, je suis en bonne santé. Parce que des fois, en fait, aussi, quand on est entrepreneur, il y en a beaucoup. Enfin, je me rends compte qu'on pourrait presque dire qu'on est parfois tous touchés du syndrome hypocondriaque. On se pose toujours des questions si on n'a pas des problèmes, quoi. Et donc, mine de rien, de voir que tout est OK, et c'est hyper rassurant. Ça t'enlève une charge mentale de te dire, en fait, je vais bien. C'est peut-être le stress qui me génère des fois des problématiques, mais je vais bien. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais voilà pourquoi j'ai rejoint Good au travers Vincent. On va s'arrêter là. Un grand merci à tous les 3.